Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous. Fini les vacances, c'est reparti pour une nouvelle partie de saison pour Vélo Podcast. Les championnats du monde viennent de se terminer, on va les débriefer ensemble et forcément avec moi François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, on s'est pris quelques jours de repos après les Tours de France, on en a profité, on a un petit peu bronzé et on a regardé les mondiaux. T'en as pensé quoi toi de ces mondiaux unifiés donc à Glasgow en Écosse? Alors moi je suis peut-être un des rares, mais je sais qu'ils sont assez critiqués, mais moi je suis assez, on va dire, curieux au départ quand tu vois ces mondiaux de cyclisme avec un peu tout en mélangé. Au final c'est assez intéressant, ça fait un peu les Olympiques du cyclisme, donc c'est assez stylé je trouve, parce qu'en fait tu t'ennuies jamais, t'as toujours quelque chose à regarder, et puis des choses dont t'as pas forcément l'habitude, et c'est là où je trouve c'est hyper intéressant parce que pour avoir fait ici à Fribourg en Suisse là où je suis un reportage avec un coureur de handisport, il me disait c'est l'occasion aussi de mettre en lumière des coureurs qu'on met jamais en lumière en fait. C'est un peu l'esprit olympique je trouve qu'on retrouve là dans ces mondiaux de cyclisme et moi je trouve que c'est réussi. Je sais pas ce que t'en penses toi. Je trouve que c'est très réussi et j'aime beaucoup cette idée que toutes les disciplines du cyclisme se retrouvent une fois dans l'année. C'est censé se dérouler tous les 4 ans. L'année pré-olympique, dans l'année pré-olympique. Et au final, j'ai déjà envie de les revoir l'année prochaine. Alors après, il y aura les Jeux Olympiques. Il y aura les JO, ouais. Donc ça va être compliqué. Mais on va dire dans 2 ans. En tout cas, je sais que normalement, les prochains championnats du monde unifiés, ce sera dans 4 ans, ce sera en 2027 et ce sera en France, en Haute-Savoie. Non, je suis satisfait parce que, en fait, je suis satisfait. En tout cas, j'aime beaucoup ce principe, ce concept, parce que c'est vrai que tu parles un peu du retour à l'olympisme, mais à la sauce cyclisme. Mais en même temps, alors, sauf pour la discipline reine qui est la route, mais pour les autres sports, je trouve que pour le BMX, pour le VTT, ça permet de les mettre en valeur. Ça permet de plus les mettre en valeur, parce que je pense que, tu vois, des championnats du monde de BMX ou de VTT, par exemple, on n'en aurait pas autant parlé, on l'aurait pas autant vu. La piste, ça va, c'est plutôt bien diffusé quand même. Donc ça va. En France, c'est clair. Ouais, voilà, en France, oui. Mais peut-être que dans le monde entier, je sais pas. Mais ça a peut-être permis aussi d'avoir justement la journée, t'avais la route et le soir un peu, t'avais la piste. Non, je trouve que le concept est pas mal. Et après, en ce qui concerne l'Écosse en elle-même, là, c'est vrai que là, t'as vu tout l'Écosse, dans la course sur route, où on a vu des manifestants se coller au bitume, visiblement. Coller au bitume, se fondre dans le bitume, se plâtrer dans le bitume. Bon, après, ça, c'est un défi pour le cyclisme de demain, je trouve, moi, ça aussi, parce que tu sois pour ou contre les revendications, peu importe, mais moi, je parle en termes de dangerosité aussi, parce que, mine de rien, alors, peu importe, tu manifestes pourquoi, mais moi, je trouve qu'il faut faire aussi attention, parce que, imagine une course un peu moins bien organisée qu'un Tour de France, qu'une Vuelta, que des championnats du monde, tu sais, une course où les gars font pas gaffe, ça peut vite tourner au drame. Donc, moi, c'est ça aussi qui m'inquiète un peu dans ces manifestations là quoi. Au-delà, indépendamment de tout ce qu'ils revendiquent, moi je trouve que c'est ça qui est le plus dangereux. Quand tu veux parler de drame, tu veux parler de quoi? Quel exemple? Je sais pas, un coureur cycliste, tu vois, qui fonce dedans et tu vois, ça peut aller vite, tu prends un vélo à 50 km/h, on sait pas la prochaine action. En fait, moi je trouve que c'est au niveau sécuritaire qui est le plus dangereux, donc je sais pas comment tu peux gérer ça, mais il faut on l'avait déjà vu sur le Tour de France avec des manifs d'agriculteurs notamment, ou des gens aussi qui s'étaient tout simplement allongés sur la route. Le problème, c'est qu'une fois que la voiture ouvreuse est passée, en fait, tu sais pas ce que le public peut faire. Surtout. Ouais, c'est ça, clair, je suis d'accord. Bref, on peut en parler en détail après si tu veux, mais revenons quand même un peu à ces mondiaux. Juste faire un bilan, peut-être Guillaume rapidement, mais la France qui termine 3e nation, c'est quand même pas mal, c'est rare, c'est quand même assez rare. Au JO, on voit déjà pas ça, alors faut le dire. Alors c'est sûr, ça c'est sûr. Le tableau des médailles, c'est que la nation numéro 1 en cyclisme, donc c'est la Grande-Bretagne, 56 médailles en tout, dont 23 en or, que ce soit au niveau des médailles d'or ou le nombre total de
médailles, la Grande-Bretagne est première. Après viennent l'Allemagne et la France. Alors si on prend le nombre de médailles d'or, l'Allemagne est devant la France, 14-13 en nombre de médailles d'or. Par contre, si on prend le nombre total de médailles, et là, moi, c'est dans un tableau de médailles, c'est plus ce qui m'intéresse, c'est le nombre de médailles. La France en a pris 42 médailles, lorsque l'Allemagne en a pris 32. Et quand on regarde derrière, notamment les États-Unis en ont pris 23 médailles, et la Belgique 21. Ça veut dire quand même que la France est plutôt au point, en tout cas la nation française en cyclisme est plutôt au point avant les Jeux Olympiques. Ouais, mais c'est un peu trompe-l'œil, attention, parce qu'il y a aussi beaucoup d'épreuves qui sont pas au JO, déjà d'une part, je trouve, c'est ça, et puis il y a beaucoup d'épreuves, comment dire, alors, c'est tout à fait respectable, mais quand je vois que Gianni Longo en a remporté une, par exemple, dans la catégorie des plus de 65 ans, enfin, tu vois, j'aime beaucoup Gianni Longo, grand respect ce qu'elle a fait. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est des médailles, non, c'est compliqué. En fait, les valeurs de ces médailles-là sont délicates parce que tu vois pas la concurrence non plus qui est en face. C'est quelque chose, tu vois, moi, je suis content pour Gianni Longo, ça garnit son palmarès qui doit être immense et sa cave est très bien remplie. Mais voilà, quoi, non, mais tu vois, alors, on va prendre l'exemple notamment du BMX. En BMX, on a eu un triplé français. Bon, désolé pour la Fédération française de la loose, mais le triplé français lors de la course homme au BMX, là, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aux Jeux Olympiques dans un an. La France, en BMX, sur ses champions du monde, a été nation numéro 1, 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Personne n'a fait mieux. Quand on regarde aussi le VTT cross-country, qu'on a le doublé avec Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, bon, voilà, ça, on peut le retrouver dans un an aussi. Ouais, tu parles des choses qui vont bien, parlons-en maintenant. Effectivement, le BMX. Alors, tu vois, c'est marrant, en faisant des recherches, je m'étais pas rendu compte qu'on n'avait jamais eu de médaille depuis que c'est devenu une discipline olympique en 2008. C'est ouf, ça, je trouve. Tu vois, en BMX, alors pour moi. On n'a jamais eu une médaille? Non, en olympique. Aux Jeux Olympiques? Ouais, non, pas encore de médaille chez les hommes, pardon. Chez les hommes, attention, D'accord. Faut préciser. Ouais, ouais. Et donc, voilà, et moi, je trouve ça dingue. Et apparemment, je crois que c'était l'an passé où, ouais, c'est un championnat d'Europe ou du monde, mais j'ai un doute maintenant. Championnat d'Europe, je crois, où on fait 4, 8, ouais. 4, 5, 6, 7, 8, je crois. Enfin, il y a un truc de fou furieux. Oui. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est Fédération française de la loose. Voilà. Et là, c'est l'inverse, tu vois, c'est Romain Mathieu, Arthur Pilar et Joris Daudet, celui qu'on connaît le plus, je pense, en BMX. Donc, ils font 1, 2, 3. Franchement, voilà, après, c'est une épreuve tellement particulière et tu te dis, avec ces gars-là, tu vas forcément au moins avoir une médaille, peu importe laquelle. Il faut qu'on en ait une médaille là-dedans, quoi, chez les hommes. Surtout qu'on en a jamais eu, donc ça serait une première à Paris. Mais d'ailleurs, en finale, sur les 8 finalistes, il y avait 5 Français. Et je crois que les 5 Français, 4 Français et les 4 terminent dans le top 5. Parce qu'il y a un Français 5e de la finale, il me semble. Non, 6e. Le 5e, c'est un Colombien. Le 6e, c'est Léo Garoyan qui fait 6e et le 5e, c'est Jérémy Remcourel, pardon, non, c'est Remcourel, voilà, merci. Je recherchais en même temps. Mais voilà, ouais, donc, et par contre, en revanche, bon, pour rester sur le BMX rapidement, chez les femmes, c'était plutôt une déception, puisque, je crois qu'elle passe pas les quarts de finale, Camille Maire, et puis, je crois qu'il y a une championne, par contre, espoir, et il me semble que elle s'appelle Martinez. J'ai pensé à ça parce que je pensais à Lenny Martinez en même temps. Il faudrait retrouver, mais voilà, c'est championnat d'espoir. Mais tu vois, comme quoi il y a plein de disciplines, tu as les noms, mais tu les oublies presque. Tu vois, c'est rigolo. Et le BMX fait partie des grosses médailles, parce que BMX en tourne à 6 médailles. 6 médailles, je crois, non? Si je me trompe pas, ça fait 1, 2, 3, 4. 5 médailles. 5 médailles. 2 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est super intéressant pour les JO. Je sais pas si tu as vu le BMX. Après, c'est marrant, c'est une discipline t'as l'impression que si t'es très bien placé à un certain moment, t'es sûr d'être médaillé en fait. Mais en BMX, le départ est prépondérant, et puis après, si tu prends bien les virages, c'est vrai qu'après tu peux. Enfin bon, voilà, je suis pas spécialiste de BMX, je vais pas me jouer spécialiste de BMX. Moi, je vais t'avouer un truc, c'est que ces championnats du monde, je les ai un peu regardés en diagonale, en travers, parce que c'était une période de vacances post-Tour de France. Et voilà, il a fallu un peu recharger les batteries, comme on dit, après avoir couvert le Tour de France et on a fait un podcast chaque soir d'étape dans le Tour de France hommes et femmes. Donc bon, voilà, ça a été. Et encore merci beaucoup pour les écoutes. Vous nous avez fait péter les records tout simplement. Donc merci beaucoup. Mais c'est vrai que ces championnats du monde, je les ai un peu regardés en diagonale. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué, c'est ce triplé français en fait chez les hommes. J'ai pas vraiment regarder les autres courses, mais bon, c'est sûr que quand t'as un résultat comme ça qui t'arrive, ça te marque, tu regardes direct. Ah bah c'est sûr. Après pour le reste, après j'ai été quand même attentif au VTT. Voilà, pas son VTT cross country quand même. Là, t'as raison, c'est là où il faut aller être quand même. T'as raison. Vas-y. J'ai été attentif au VTT. On rappelle Pauline Ferrand-Prévot qui s'impose. Voilà.
Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte qui terminent 1 et 2 de la course pas course olympique, mais le VTT cross-country olympique, je crois que c'est ça la dénomination. Il me semble, ouais. Ouais, voilà. Donc ça a été la grosse satisfaction côté français qui termine à la fin de ces championnats du monde en VTT cross-country avec 2 médailles d'or et 4 médailles d'argent. Nation numéro 1 aussi en VTT. Donc ça aussi c'est pas mal. Bon, il faut dire, je précise quand même pour la course, pour avoir vu une belle partie, il y a pas match. Hein. Enfin, c'est-à-dire que aussi il faut voir comment tu gagnes parce que bon, il y a toujours des courses où tu vois, typiquement, on parlera tout à l'heure de la course sur route Espoir avec Axel Laurence, mais là, je trouve que Pauline Ferrand-Prévot, elle s'impose en patronne, tu vois, vraiment la grande. Enfin, voilà, on a l'habitude de Pauline Ferrand-Prévot, mais je trouve dans la course, elle a pris les choses en main très rapidement. Loana Lecomte a tenté de suivre, elle a pas réussi, mais vraiment, on a 2 grandes championnes, et si Pauline Ferrand-Prévot est sur le même rythme, je vois pas qui peut la contester en fait, chez les femmes. Bah, Loana Lecomte. Oui, ça c'est vrai, oui, tout à fait, c'est ça, c'est peut-être la seule personne. C'est vrai. Après. Je crois qu'on avait déjà vu ça sur un championnat d'Europe avec les deux. Championnat du monde au championnat d'Europe, je sais plus, c'était il y a quelques temps. On l'avait déjà vu. Donc les deux s'affirment vraiment comme de grandes chances françaises à 1 an des Jeux Olympiques. Je trouve ça vraiment encourageant, et franchement quand on voit du côté des autres avec notamment le titre de vice-champion du monde d'espoir de Adrien Bouachi, là aussi on voit une génération qui monte, un Victor Koretsky qui fait vice-champion du monde en short track, qui a pas vraiment brillé sur la course cross-country où il termine 4e au pied du podium. Et quand je veux dire qu'il a pas vraiment brillé, c'est qu'il a pas terminé sur le podium, hein, mais il termine 4e quand même lors de la course olympique homme. D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse tout de suite. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Le fait d'avoir changé les grilles de départ par rapport au quota UCI route, notamment en permettant à Pidcock, à Sagan, à Van Der Poel de commencer bien plus haut dans la hiérarchie de la grille de départ. En fait, bon, pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices qui ne connaissent pas trop le dossier, qui ne s'y connaissent pas trop en VTT, c'est-à-dire que en VTT, sur une grille de départ, c'est un peu comme en cyclocross, un peu comme un Grand Prix de Formule 1, ou plutôt on va comparer à ça. La grille de départ est un peu dessiné en fonction de la hiérarchie mondiale et au niveau des points pris là au championnat du monde, les points pris pendant la saison, notamment avec les coupes du monde, étant donné que Tom Pidcock, qui est l'un des meilleurs crossman et l'un des meilleurs coureurs de VTT au monde, a plutôt fait de la route. Tom Pidcock, qui a d'ailleurs été champion du monde, et bien ses points pris sur la route lui a permis de démarrer plus haut donc sur la grille de départ, tout comme Peter Sagan et comme Mathieu Van Der Poel, qui eux auraient dû démarrer très 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 loin en fond de grille vu qu'ils n'avaient pas fait de VTT. Et le but pour eux était de passer par le championnat du monde pour avoir un quota pour les Jeux Olympiques dans 1 an. Bon, Peter Sagan, il n'a pas existé. Mathieu Van Der Poel, il a fait quelques minutes de course et il est tombé. Bon, voilà. Mais Tom Pidcock, le fait de démarrer plus haut, eh bien, ça lui a permis de fournir moins d'efforts pour remonter tout le peloton et ensuite glaner ce titre de champion du monde. Toi, t'en penses quoi, FP? Moi, je trouve ça dégueulasse. Alors oui, c'est dégueulasse. Alors après, il y a 2 choses. Moi, je pense que Tom Pidcock était vraiment très très fort quand même ce jour-là. Il est impressionnant malgré tout. Oui, je pense que c'est forcé. Oui, à ce niveau, quand tu pars plus près, ça t'avantage forcément, même pour quelqu'un comme Todd Pidcock. En plus, tu vois, si on se dit qu'il aurait eu plus de difficultés à remonter, parce qu'il faut aussi, doubler les autres coureurs. Hein, c'est ça aussi la difficulté. En fait, c'est pour ça que quand tu pars de plus loin, c'est toujours difficile, parce qu'au départ, il faut remonter doucement jusqu'aux premières places. Après, est-ce qu'il aurait pas remonté Victor Koretsky? On saura jamais. Sur le principe, je trouve ça dégueulasse aussi, parce qu'en fait, t'as pas le droit de changer les règles en cours de route comme ça. Soit tu le dis au début de saison, soit tu le dis lors d'une assemblée, etc. Là, t'avais l'impression que l'UCI était un peu plus dans l'image, tu vois, dire on a quand même Van Der Poel, Sagan, Pidcock, on peut pas les mettre trop loin derrière quand même. Hein. Puis bon, et c'est quand même des stars. Je trouve que l'image a pesé beaucoup trop fort. Mais c'est surtout que c'était changé la veille. La veille, oui, c'est tout à fait ça. Mais d'ailleurs, il y a même eu un communiqué de la part de plusieurs coureurs, donc pas Van Der Poel, Pidcock, mais les concurrents qui eux font toute la saison en VTT, qui s'en plaignaient justement. Mais voilà, un communiqué qui est resté avec une fin de non-recevoir de la part de l'UCI.
Mais d'ailleurs, Pitcock a réagi derrière en disant qu'il était d'accord avec justement ce communiqué. Oui, il a quand même pris le temps de réagir. Bien réagi. Après, Victor Koretzki qui arrive, qui se fait, alors il fait un geste sur la ligne quand il fait 4e pour montrer que l'UCI lui a un peu mis dedans, dirons-nous. C'est pour être poli. Bon, je comprends le geste. Après, je pense qu'une déclaration aurait suffi. Ça sert à rien. Tu vois, t'as fait une belle course aussi, donc. Je trouve qu'en termes d'image, c'est pas terrible. Il a fait les deux. Bon, comme ça, il a fait le Grand Chelem. Ouais, il a fait les deux. En fait, voilà. Mais je comprends la frustration parce qu'honnêtement, à sa place, je serais aussi frustré. Une déclaration aurait suffi. Le geste, je trouve, il est un peu de trop, quoi. Mais après, encore une fois, il a raison. Et que dire de plus qu'à part c'est dégueulasse quand tu changes les règles en cours de jeu, quoi. Effectivement. Bah, c'est ça. Quand tu vois que la veille du départ, tu changes les règles, bon, bref. En tout cas, 4e, c'est très positif pour Victor Koretzki et pour les JO l'année prochaine aussi, au-delà de ça. Ouais, Victor Koretzki qui s'était bien relancé après la fin de l'aventure BNB, qui avait rebondi chez Bora, il me semble. Tout à fait. Si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Là, il est sur route et il fait des bons petits résultats. Tout à fait. Voilà. Et Bora qui lui laisse de la place pour préparer justement ce qu'il doit préparer, les Jeux Olympiques dans un an avec le VTT. Très vite fait, alors je reviens au podium femmes justement avec Ferrand Prévot et Loana Lecomte. La 3e c'était Puck Peters, la néerlandaise, qui est une petite pépite, Puck Peters, et qu'il faudra suivre dans les prochaines années. Voilà, bon, ça c'était pour le VTT, la piste, vite fait quand même, FP avant de passer à la route. Vite fait, on va quand même passer un petit moment dessus quand même, la piste. C'est quand même un fleuron français. Je vais dire vite fait parce que en fait vite fait au niveau du point positif. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ils l'ont dit, je crois que c'est Florian Rousseau qui est le directeur du programme olympique qui a dit qu'ils se sont fait un peu secouer. Donc j'espère que c'est vrai. En fait le problème c'est le contraste parce qu'il y a eu l'an passé les mondiaux à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc là il y aura les Jeux Olympiques l'année prochaine. Ils font donc j'ai vérifié 7 médailles, 3 en or, ce qui était vraiment incroyable. Et puis avec des jeunes surtout. Et cette année on repart avec 5 médailles, 2 en argent, 3 en bronze, et surtout dans des disciplines beaucoup d'endurance plutôt et tout ce qui était en vitesse pure. On n'a pas eu grand chose. Alors, vous la connaissez maintenant parce qu'on l'a eu dans Vélo Podcast quelques fois. C'est Mathilde Gros qui a déçu. Elle a été éliminée en quart de finale. On n'a pas eu la médaille d'or attendue de Benjamin Thomas. J'ai envie de dire. Ouais. C'est un peu c'est lui qui ramenait souvent cette médaille d'or. Vice-champion du monde. Voilà, vice-champion du monde malgré tout. Ça laisse un goût d'inachevé. Après, il faut jamais tirer trop de bilan là-dessus parce que évidemment, on est à un an des Jeux, la préparation est peut-être différente, mentalement c'est différent aussi. Est-ce qu'il y a aussi ce côté inconscient de pas vouloir se blesser non plus? Peu importe, en tout cas. On va retenir les mondiaux de l'an passé et ceux de cette année. Ça fait un bilan moyen. On verra l'année prochaine ce que ça va donner. Mais on a des cartouches en tout cas pour viser les médailles. Au JO. Oui, ouais. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'une année à l'autre, et surtout en fait d'un championnat du monde à domicile à un championnat du monde à l'extérieur, de voir la différence. Et en fait, peut-être aussi pour les Français, le fait de se dire qu'être à domicile, ce n'est pas vecteur de pression, mais plutôt vecteur d'une surmotivation. Et je trouve que ça, dans l'optique des Jeux Olympiques, et je vais penser à Mathilde Gros notamment, qu'on a eu plusieurs fois dans le podcast, tu l'as dit, pour Mathilde Gros, connaissant son caractère, mais à chaque fois c'est bête à dire, mais c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux, ce qui est arrivé au championnat du monde cette année. Je précise pour Mathilde Gros d'ailleurs au passage, c'est qu'elle a annoncé qu'elle avait eu des pépins de santé avant, donc notamment je crois que c'est soupçon de Covid pour beaucoup de gens de la délégation française en piste notamment, donc voilà, c'est juste pour préciser quand même peut-être les contre-performances, même si ça explique pas tout évidemment. Et d'ailleurs le Covid, soupçon de Covid qui avait circulé lors du Tour de France femmes aussi. Ouais. Oui d'ailleurs on parlait, ça fera un lien de piste route, mais Marie Lenette qui avait eu testé positive aussi avant ces championnats du monde sur la course route aussi, voilà. On fera le lien, mais Marie Lenette, je crois qu'elle n'était pas, d'ailleurs c'est sûr, elle n'était pas avec la FDJ Suez. Elle n'était pas au Tour de France. Lors du Tour de France. Alors tu sais quoi, regarde, on va faire, parce que c'est du direct, on va regarder si Marie Lenette elle n'était pas au Tour de France. Voilà, c'est ça. On en avait parlé justement avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Julien Després Julien, t'as eu un accident. Il y a un petit accident, une petite fracture du scaphoïde, il me semble. Mettez le casque lorsque vous faites du vélo. Sur une chute, ça peut vous sauver. Il l'a mis lui, justement. Donc heureusement qu'il l'a mis parce que ça lui a certainement sauvé la vie. Quand tu vois l'état du casque de Julien, ça lui a peut-être sauvé la vie. Il a eu au mieux
mieux, donc au pire, je sais pas, un trauma crânien. Donc voilà, tant mieux, Julien, je te salue. Parenthèse gros refermée. Bisous, courage. Voilà, gros bisous Julien. Marie Lenette qui avait coupé après le Giro qui s'était terminé le 9 juillet justement pour préparer ces championnats du monde sur piste. Et c'est vrai, donc il y avait eu un soupçon de Covid lors du Tour de France. Il y avait un virus qui a circulé lors du Tour de France femmes, et je pense que tout le monde a voulu fermer les yeux en disant que c'était un virus, voilà, et qu'on n'avait pas voulu mettre le nom de Covid. Mais quand on voit notamment qu'il y a eu quelques cas de Covid plus tard, après lors des mondiaux, bon voilà, on va faire le lien sans faire le lien. Mais c'est vrai que bon, tu as eu une délégation française sur piste qui n'a pas eu les résultats escomptés. Et pour revenir à Mathilde Gros, avec son caractère, justement, ça va être une Mathilde Gros à réaction pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Et je la sens chaud patate, en fait, tout simplement. Je sens qu'elle peut nous faire des gros Jeux Olympiques, et j'espère vraiment pour elle, parce que c'est la génération Paris 2024 et qu'elle le mérite, tout simplement. Voilà. À voir ce que ça va donner. FP, on passe sur la route. On peut passer sur la route si tu veux, juste préciser pour la piste quand même qu'on a eu des déceptions quand même aussi, parce que le bilan est moins je dirais, parce que notamment sur l'américaine, Benjamin Thomas Bouda, ils avaient pas fait, on attendait un peu mieux que ce qu'ils ont fait, ils font seulement 6e. Et au sprint, il y a aussi Sébastien Vigier qui normalement aussi est pareil, est potentiellement médaillable, qui fait seulement un quart de finale au Keirin, quoi. Donc c'est aussi des contre-performances qu'on n'avait pas forcément vu venir. Donc voilà, il faut préciser ça aussi. Et Marie-Divine Kwame également, qui a été j'allais dire inexistante, c'est peut-être un peu gros, mais c'est vraiment peut-être ça aussi quand même, parce qu'elle est aussi éliminée assez rapidement dans ces disciplines de vitesse. On essaiera de parler un peu plus de pistes, de peut-être faire même un podcast spécial piste, et on essaiera de réinviter Greg Boger qu'on a vu dans Vélo Podcast aussi. Ouais, c'est lui qui s'occupe de l'équipe de France. Voilà. Entraîneur de l'équipe de France, de parler un petit peu à quelques mois des Jeux Olympiques. On verra ça dans les prochaines semaines. La transition entre la piste et la route, ça va se faire auprès de 2 femmes. Je vais la faire, cette transition, avec 2 femmes. La première, c'est Victoire Berthaud, qui a chuté lors de la course femme sur route. Bon, un bobo au genou, rien de grave, ça va. La championne de France sur route qui n'a pas pu défendre ses chances justement lors de la course, qui était remportée par Lotte Kopecky, qui elle a fait une énorme impression, que ce soit sur la piste ou sur la route, où elle était championne du monde. On va commencer avec les femmes, FP. Rapidement, tu veux qu'on parle des Français maintenant ou après? Je trouve qu'on peut faire le lien aux deux, parce que chez les femmes, par exemple, Juliette Labousse a tenté de sa chance de loin, parce qu'elle avait vu, je crois que c'est Axel Laurence, ça se passe juste la veille, il me semble, la victoire d'Axel Laurence, les espoirs. Je pense qu'elle avait pas tort d'essayer. Bon, elle finit 16e. Devant, c'était clairement plus fort, et c'était pas trop pour elle le parcours, je trouve. C'était très très difficile, un parcours délicat. Honnêtement, moi, le parcours, je suis pas fan non plus. Pas parce que les Français ont raté d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Je trouve que même en termes d'exigence, mettre tous ces virages, t'es un peu perdu, puis ça fait, alors à l'image, oui, c'est cool, ça fait une ambiance un peu VTT, tout ça, mais on est sur la route, quoi, donc mais une belle montée, mais franchement, alors évidemment, tu vibres moins. Toi aussi, tu penses que le traceur était bourré, comme a dit Costefroy? Alors ça, je sais pas, mais c'est Costefroy qui l'a dit. En tout cas, je veux dire, c'était assez étrange comme sensation quand tu voyais cette course. Après, ce qui était intéressant, c'était juste de voir que quand tu perdais 5 mètres, il fallait faire un effort énorme pour rattraper le coup. Ouais. On l'a vu même chez les femmes aussi. Donc moi je vais faire les liens entre les deux, quoi. C'est que Lotte Kopecky, c'était vraiment un parcours pour elle, et puis elle a été admirable, sur tout le long de la course. Et franchement, c'est ultra mérité qu'elle remporte cette course. Et puis franchement, moi j'ai sur la course femme, il y avait une forme de dingue aussi. Ouais, c'est ça aussi. Une forme de dingue. Elle sortait d'un Tour de France monumental en prenant la 2e place du Tour de France. C'est la Wout van Aert, avec une performance exceptionnelle dans le Tour Malais. C'est ça, la Wout van Aert féminin. Mais sauf, alors tu vois, on va comparer avec Wout van Aert, on en parlera peut-être tout à l'heure de Wout van Aert, mais il va falloir que Wout van Aert, il change un peu sa manière de courir, qu'il s'inspire peut-être d'une Kopecky, parce que Wout van Aert, il termine, en fait, il sait plus gagner, j'ai l'impression, et c'est terrible pour lui. On en parlera tout à l'heure, mais je trouve pour Wout van Aert, c'est terrible ce qui lui arrive en ce moment. Ouais, c'est vrai. Cette année notamment. On verra ça tout à l'heure. Mais pour revenir au titre de champion du monde femme, Lotte Kopecky, c'est en fait, c'est la meilleure cycliste au monde qui est récompensée. Mais vraiment, je le pense sincèrement. Je trouve que ce titre, et même chez les garçons, en fait, les deux qui sont champions du monde sont les 2 meilleurs cyclistes au monde. Oui, c'est ça, c'est juste.
C'est assez Kopecky, mérité. elle est complète, elle est sur piste, elle est championne du monde sur piste aussi. Elle va sur la route, elle est championne du monde sur route. Elle va faire. Non, elle fait pas le contre-la-montre, mais elle va, voilà, championne du monde sur route. Et voilà, elle est au-dessus. Elle va faire deuxième du Tour de France. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est mérité. Et puis, honnêtement, la Belgique aussi avait une sacrée équipe, hein, donc c'était aussi intéressant de voir. Puis Lotte Kopecky, ouais. En fait, tout s'est bien passé pour la Belgique chez les femmes et tout comme pour les Pays-Bas chez les hommes, c'est que elles étaient favorites et elles ont respecté leur rang et leur statut, et au final, ce parcours était tellement destiné au plus fort, je trouve, au coup de pédale, celui qui était, le plus fort physiquement, que t'avais peu de surprises au final, parce que malgré tout, mais c'était limite à part sur une chute, tu pouvais pas perdre ce mondial quand t'étais vraiment le plus fort. Tu vois, il y a des courses, quand t'es le plus malin, tu passes. Là, en l'occurrence, ça marchait pas, quoi. Et encore, même avec une chute, Van Der Poel a gagné. Bon, bref. Ouais, mais il glisse sur un bidon. Ah non, c'est pas lui, je confonds avec Bettiol, pardon. Non, ouais, c'est Bettiol qui glisse sur un bidon, qui ne tombe pas, qui se rattrape. Non, mais pour revenir à Kopecky, elle s'impose d'ailleurs devant Demi-Vollering. Donc là, alors c'est pas la même nation, mais c'est la même équipe, hein, avec la SD Works, double SD Works au championnat du monde. On inverse les places du Tour de France. Et le podium, troisième, complété par Cécile Uttrup-Ludwig, en larmes après l'arrivée, qui avait, on va le dire, quand même plutôt raté son Tour de France. En tout cas, qui termine 7ème du Tour de France, mais je pense que Stéphane Delcourt espérait beaucoup mieux. 2 podiums pour la FDJ Suez, puisqu'en contre-la-montre, on a Grace Brown qui prend la 2e place à 6 secondes seulement de Chloé Deigert. Podium complété par Christina Schweinberger, l'Autrichienne, que j'avais d'ailleurs filmé à l'arrivée du contre-la-montre à Pau avec une bière à la main pour fêter la fin du Tour de France, parenthèse refermée. La FDJ Suez, bon, c'est pas mal d'avoir quand même 2 filles sur le podium des mondiaux, quoi. Ouais, c'est assez clair, mais franchement, après, on voit le travail de Stéphane Delcourt, ce qui a été fait à la FDJ. Après, Ludwig, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour elle parce que elle fait partie des cyclistes qui sont très malines. Et comme je te disais, je trouve qu'elle était physiquement peut-être moins forte que les deux devant, mais elle a été suffisamment maline pour avoir le podium, parce que je suis pas sûr que ce soit la plus forte parmi celles qui sont derrière elle, notamment. Ouais, t'as eu notamment une Marlène Reusser, hein, là encore une SD Works, notamment, et qui fait 4ème pour la Suisse, derrière ce groupe, hein, Vollering, Uttrup-Ludwig. La première française, que ça soit dans la course en ligne ou au contre-la-montre, c'est Juliette Labous. T'en as parlé, 16ème dans la course en ligne, et qui fait 5ème du contre-la-montre. Oui, ça c'est vrai. Une énorme performance, et ça, moi franchement, je le dis, pour moi, Juliette Labous en contre-la-montre, c'est une chance de médaille française dans un an. Alors certainement une chance de médaille française, effectivement, mais même pour la suite de sa carrière au Tour de France, ça peut être intéressant. Au moment où on va dire celles qui sont toujours devant, auront un petit coup de moins bien, Juliette Labous peut tirer son épingle du jeu, donc positif dans tous les sens du terme, ouais. Ça c'est clair. Ouais. Mais d'ailleurs, bon, on en avait parlé avec Julien à la fin du Tour de France Femmes, mais Juliette Labous, si elle craque pas, si elle a pas son craquage à la première étape, ouais, c'est vrai que c'est podium, hein. Elle est sur le podium. Ouais, c'est sûr. Et elle est sur le podium, Juliette Labous. Donc voilà, elle est proche, mais c'est vrai que c'est très encourageant ce qui s'est passé dans ces championnats du monde, avec Cédric Kerbol qui fait 13e, aussi au contre-la-montre, et qui peut-être avec une préparation, une meilleure préparation, je pense qu'elle a laissé beaucoup de cartouches sur le Tour de France à vouloir conquérir le maillot blanc. Kerbol peut rentrer dans le top 10 aux Jeux Olympiques dans un an. Sur contre-la-montre, la championne de France du contre-la-montre, et termine 13e à 2,36 de Chloé Deigert, et à 1,13 de Juliette Labous. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Labous qui termine à 10 secondes du podium de Schweinberger, avec Anna Anderson 4ème pour la Grande-Bretagne. C'est plutôt pas mal. On en a parlé, c'est bon. FP, pour toi, est-ce que on a tout dit sur la course, sur les courses femmes? Peut-être non, on n'a pas tout dit quand même. On n'a pas tout dit chez les femmes. Le titre. On a une jeune qui arrive, on a une jeune, Julie Bégaud, championne du monde dans la course en ligne quand même. Ça c'est la grande satisfaction. Et puis avec la manière, Julie Bégaud, bon voilà, elle a lancé idéalement ses championnats du monde pour la France, victoire en solitaire, devant la Britannique Kat Ferguson et la Belge Fleur Mours. Bon, bravo Julie Bégaud, on a encore une pépite française qui arrive.
Ouais, on attend de la polir maintenant, de polir le diamant et puis d'attendre de la voir sur le Tour de France, quoi. Ouais, et d'ailleurs Julie Bégaud qui a été, c'est ça, voilà, qui avait été repérée par la Cofidis. Elle avait plusieurs équipes mondiales sur elle et elle est stagiaire Cofidis depuis le 1er août jusqu'à la fin de saison et elle sera à la Cofidis, je crois, pour les 2 ou 3 prochaines saisons. Donc c'est bien, voilà, les Français ont mis la main peut-être sur une pépite. On rappelle que Julie Bégaud, titre de championne du monde junior, c'est le premier titre depuis 13 ans. C'était qui à 13 ans qui était championne du monde junior chez les femmes ? Pauline Ferrand-Prévot. Exactement. Pauline voilà. Ferrand-Prévot, voilà, qui avait été championne du monde junior. Ça, c'est positif. Dire aussi que Cédric Kerbal, son titre, enfin en tout cas sa place sur le chrono, lui a permis aussi d'être vice-championne du monde chez les espoirs, chez les moins de 23 ans, à 8 secondes de Niedermayer. Là aussi, une pépite allemande à suivre, Antonia Niedermayer. Julien nous en parle depuis longtemps. Le titre espoir sur route, Blanca Vas. Bon, les hommes, FP, dis-moi. Les hommes... Alors, c'était dur pour les Français. Voilà, on dit quoi ? On dit quoi des hommes ? On dit qu'on est à notre place ? Oui, sur cette course, clairement. Chez les grands, oui. Chez les grands, on a notre place, on est loin. Chez les grands, on a notre place, on est loin. Effectivement, on n'a pas pesé du tout sur la course. Après, quand tu vois l'effectif, avec la crevaison je rejoins Thomas Vauclair quand il dit qu'il y avait qu'une seule carte possible pour l'équipe de France ce jour-là, et c'était Christophe Laporte. Malheureusement, il a crevé à un mauvais moment. Après, est-ce que physiquement il pouvait rivaliser avec ceux devant? Je suis pas certain. Mais c'est vrai que ta meilleure cartouche quand elle crève et que tu sais qu'il allait out. Valentin Madouas avait fait un gros championnat de France, mais il a eu un Tour de France qui a dû l'user. Voilà, c'était pas surpris. Il n'a plus les jambes pour rivaliser avec les meilleurs mondiaux. En plus, quand aujourd'hui, en août 2023, on le voit attaquer au début du circuit dans Glasgow là, je crois il restait 120-130 km de l'arrivée. Exactement. Tu sentais que Alaphilippe, il tentait de la Philippe, quoi. Mais alors, ce qui est pas idiot, peut-être qu'il sentait d'exploser la course pour la porte, en fait, tout simplement. Ah oui, certainement. Durcir la course pour la porte. C'était le but. Après, voilà, quand tu vois ce devant, cette course au final, elle est assez lisible dans le sens où Mathieu Van Der Poel, tu voyais très vite qu'il était très fort et que Tadej Pogačar aussi qui avait l'air en forme, Van Aert également, mais Van Der Poel, tu sentais qu'il était en mission et quand il est comme ça, il est assez inarrêtable. On l'a vu sur Paris-Roubaix cette année, même s'il a eu la chance aussi que Van Aert crève au carrefour de l'arbre. Mais voilà, c'est un peu pareil là. Il était le plus fort, le plus puissant. Et puis c'est beau, quoi. Mathieu Van Der Poel qui remporte ses mondiaux. Lui, quand tu vois son palmarès, c'est impressionnant, quoi. Tout le contraire de Wout van Aert, si tu veux faire le débat là-dessus, mais il n'y a pas vraiment de débat. On va être d'accord, c'est que Wout van Aert, quand tu regardes les deux palmarès, il y en a un qui a peut-être mieux réussi que l'autre pour l'instant, en tout cas. Il y en a peut-être un qui s'est mieux trouvé que l'autre, en fait. Je pense entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Je pense pas mieux trouvé. Je pense qu'aussi la Jumbo est quand même une meilleure équipe depuis plus longtemps que la Alpecin de Koenig, et aussi que Alpecin de Koenig a tout mis longtemps sur Van Der Poel, ce qui n'était pas forcément le cas avec Van Aert, tu vois. Oui et non, parce que quand même la Jumbo a beaucoup investi pour entourer Van Aert, notamment sur les classiques. Oui, mais surtout cette année. En soi, avant, je dis pas qu'ils ont rien mis non plus, mais l'année dernière. Ouais, mais Wout van Aert, là où je te dis que Mathieu Van Der Poel s'est mieux trouvé que Wout van Aert, c'est que Wout van Aert, à vouloir être un excellent coureur de contre-la-montre, à vouloir accompagner très loin ses leaders en montagne et donc travailler spécifiquement aussi un peu la montagne, en fait il a perdu ce qui permet de gagner, c'est-à-dire de l'explosivité notamment de l'explosivité. Et Wout van Aert, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, plus les courses sont dures et longues, plus les courses sont difficiles dans la durée, dans le temps, quand on passe les 6 heures, 7 heures de course, j'ai l'impression que Wout van Aert, il n'a pas ce truc supplémentaire pour jouer la gagne. Ouais, non, c'est vrai. Et ça m'embête beaucoup parce que pour moi, je mets Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert à un niveau tellement haut dans le kiff au niveau du profil de coureur. Je les adore tous les deux, je les adore. Mais regarde dans des profils différents. Wout van Aert n'a pas réussi à suivre Mathieu Van Der Poel lors de la course en ligne au mois d'août, et lors de l'arrivée des championnats du monde de cyclocross, je crois que c'était en janvier, je sais plus, fin janvier peut-être, Mathieu Van Der Poel explose Wout van Aert sur l'explosivité. Ouais, c'est vrai. Donc je suis un peu dubitatif pour Wout van Aert. Je sais pas comment peut être la suite de sa carrière. Mais on voyait peut-être en lui un possible vainqueur de Tour s'il se met à grimper, vu le travail qu'il avait fait pour Jonas Vingegaard. Mais peut-être que le Tour de France de l'année dernière mêlé à celui de cette année, peut-être que
le fait de tout miser sur Vingegaard, a même trop sacrifié Wout van Aert et ses chances de victoire potentielle sur certaines étapes. Peut-être que Wout van Aert va se dire à un moment donné, bon, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai aussi envie de jouer à ma carte. Les années passent, je suis plus le jeune premier qui arrive, tout comme l'était Mathieu Van Der Poel il y a quelques temps, on va dire la période avant Covid, où les deux étaient vus comme les deux jeunes qui arrivaient du cyclocross à la route. Il y avait une sorte d'effet de mode. Là, Wout van Aert, il va avoir 29 ans dans un mois. Bon, il a qu'un seul Milan-San Remo en poche au niveau des monuments. Ouais, mais après il a beaucoup de places d'honneur aussi, hein. C'est ça aussi qui est frustrant pour lui, parce que mine de rien, il a... Mais on retient quoi ? Ah, je suis d'accord, on retient la victoire, mais bon, on retiendra quand même que de Van Aert, les émotions qu'il nous aura procurées. Après, on n'est pas là à sa retraite. Mais je suis d'accord avec toi, le temps passe vite. Ouais, mais aujourd'hui, tu fais le débat aujourd'hui, FP, entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Qui te fait le plus kiffer ? Non, mais moi, c'est Mathieu Van Der Poel. Ouais, mais c'est les deux. Parce qu'il gagne, il a du panache. Mais régulièrement, comment dire, les deux coureurs s'affrontent. Donc en fait, pour moi, ils participent tous les deux au spectacle. Alors oui, Van Der Poel gagne plus pour l'instant. Moi, j'ai l'avantage de suivre leurs courses en direct. Mais c'est vrai que dans 10 ans, 15 ans, celui qui regardera un peu dans le rétro, même nous, on se dira, ah oui, c'est vrai que Van Der Poel était impressionnant. Et on se rappellera. Et tu diras de Wout van Aert qu'il est le Poulidor de Van Der Poel. Alors pour l'instant, c'est le cas, effectivement. On va attendre de voir encore les prochaines années, parce que c'est pas fini. Parce qu'un coureur de ce style, souvent, il peut durer jusqu'à encore 35-36 ans, quoi. En tout cas, bien sûr. Mais je te dis ça en mettant Wout van Aert à un niveau tellement haut, moi, dans mon échelle du kiff. J'y mets du Van Der Poel, j'y mets du Alaphilippe, j'y mets du Van Aert, j'y mets du Pogacar, des gars qui ont du punch, des gars qui ont du caractère sur le vélo, des gars qui se donnent. J'aime profondément ce genre de coureurs qui peuvent être présents tout le temps, tout simplement, on va dire de janvier à octobre, on va dire de décembre à octobre, puisqu'il y a aussi le cyclocross. Je trouve qu'il y a... Je trouve que pour Wout van Aert, il y a peut-être une remise en question à faire cet hiver, savoir ce qu'il veut, savoir ce que veut faire aussi la Jumbo-Visma, qui va bientôt changer de sponsor titre. Peut-être que ça va changer aussi les plans au niveau de l'image de marque suivant le sponsor qu'ils veulent mettre en avant. Je sais pas. Il y a une remise en question pour Wout van Aert qui arrive et qui doit être urgente parce que les années passent, comme je t'ai dit tout à l'heure, et que à mon avis, il reste plus longtemps au très très haut niveau. Il reste plus trop longtemps au très très haut niveau. On l'a vu avec Alaphilippe, ça peut très vite basculer. Il n'est pas vieux Alaphilippe, hein. Non, c'est vrai. Regarde, il y a 2-3 ans d'écart entre les deux. Il y a eu une grosse chute aussi, hein, donc effectivement, ça joue aussi là-dessus. Il y a là-dessus. plusieurs grosses chutes. Ouais, voilà. En plus, oui, c'est vrai. Voilà. Mais bref, pour revenir un peu à ces mondiaux, la seule éclaircie sur route côté français et même française. Oui. Alors, tu as dit Julie Bégaud, mais aussi Axel Laurence, évidemment. Axel Laurence, qu'on suit beaucoup, qui était chez la BNB l'année passée, qui avait dû retrouver une équipe, qui est chez les U23 de l'Alpecin de Quenin, qui l'an prochain, il sera avec Mathieu Van Der Poel. U23. L'équipe de développement de la Alpecin, c'est ça. Voilà, qui lui permet de monter très souvent dans l'équipe World Tour pour venir faire le nombre. Et il fait une course admirable. Pour le coup, là, lui, il a été malin et c'était certainement le plus fort. Alors, c'est pas passé loin d'être, on va dire, un peu un triste sort à la toute fin parce que vraiment, je pense que la ligne est 100 mètres plus loin, il perd la course. Hein, donc, mais comme il disait, il avait envie de vomir. Il a d'ailleurs vomi après l'arrivée. Donc voilà, quoi. Vraiment, c'était impressionnant ce qu'il a fait. Et ouais, Axel Laurence, on sait que c'est un très très bon coureur français en devenir et là il confirme. Donc maintenant on attend de voir l'année prochaine au plus haut niveau, quoi. Axel Laurence, qui, faut que tu me le dises, est-ce qu'il a pas fait deuxième de la Bretagne Classique à Pouet il y a 2 ans avec le BNB ? C'est même l'an passé, je crois. Qui fait avec c'est derrière Van Aert, je crois, il me semble, si je me trompe pas, et pour moi c'est l'année dernière. Voilà, c'est ça, c'est l'année dernière, il fait deuxième derrière Wout van Aert, exactement. Voilà, je l'ai remis. Axel Laurence, c'est un gros potentiel. C'était une fin un peu en autre boudin avec la fin à la BNB. Bon, je pense que si l'Alpecin de Koninck l'a intégré, en tout cas dans son équipe réserve, étant donné que bon, l'effectif World Tour était complet, si l'Alpecin de Koninck a cherché à l'enrôler, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a du potentiel, il y a du gros potentiel. Et Axel Laurence, il n'est pas champion du monde espoir par hasard. Quand tu vois le podium, derrière lui, il y a 2 mecs, Antonio Morgado et Martin Sversek. C'est quand même 2 mecs qui sont annoncés depuis pas mal d'années, des gros potentiels du cyclisme mondial.
Antonio Morgado, qui est un peu dans la même trempe, on va dire que, allez, si je me trompe pas, qu'un Joao Almeida, hein, c'est-à-dire un coureur de course par étape avec un gros potentiel en contre-la-montre, et qui sera chez UAE en plus l'année prochaine. Donc pour te dire, c'est vraiment lourd, un Joao Almeida, un Joao Almeida bis. Martin Zverzek, qui lui a été recruté par Soudal Quick-Step pour l'année prochaine et qui intègre l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, qui a intégré l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl l'année dernière, c'est ça, et qui sera chez Professionnel l'année prochaine. Donc voilà, t'as vraiment du gros potentiel, et Axel Laurence, c'est vraiment un très beau champion du monde. Voilà, après, on sait très bien aussi que chez les moins de 23 ans, chez les espoirs, le problème, c'est qu'en fait, t'en as pas mal qui sont dans la course en ligne chez les grands. Oui, ça c'est vrai aussi, oui, ça c'est sûr. Donc, bon, voilà, c'est un titre qu'il faut prendre. Il fallait passer la ligne d'arrivée premier, il l'a pris, bravo Axel Laurence. Ça permet de saluer Tiffaine Laurence qu'on avait vu au contre-la-montre finale à Pau au Tour de France. La famille Laurence, qui est une grande famille de vélo, qui s'est remis de la fin de la BNB. Tout le monde avait souffert dans la famille Laurence, donc ça tant mieux pour eux. Mais voilà, en fait, le champion du monde espoir, il s'appelle Tadej Pogačar. Ouais, si on veut vraiment regarder... si on veut vraiment regarder, bon voilà quoi. Mais en tout cas voilà. Bon, c'est vrai qu'Axel Laurence, pour moi, il fait la course parfaite. Il est parti au bon moment. Il a eu vraiment l'intuition et ce côté intelligent de partir au bon moment à 20 km de l'arrivée. C'était pas facile. Le parcours l'avantageait quand même malgré tout avec tous ces virages, parce que quand tu prenais quelques secondes d'avance et que t'avais les jambes pour tenir, il fallait venir te chercher pour récupérer du temps. Mine de rien, il avait les jambes très lourdes au dernier kilomètre, et ça, il fallait tenir aussi, parce que on voyait sur son visage que il y avait plus rien dans le moteur, quoi. Donc c'est ça aussi qui est assez beau dans le cyclisme, et je trouve que c'était une belle course à l'ancienne, même si le parcours, je reste néanmoins pas fan. Ça lui a permis de gagner ce titre-là. Moi ça va. J'ai pas trouvé c'est bien. On a vu du paysage au début. Après, je trouve que ça fait très flandrien avec beaucoup de relances, et en fait les relances usent, et c'est ce qu'on demande d'un parcours de champion du monde, c'est d'user, user. Compare pas avec ça, s'il te plaît. Pardon. Tu voulais faire quoi, toi, en Écosse, FP? Tu voulais aller faire l'arrivée au milieu des prairies là-bas, je connais pas l'Écosse, donc je peux pas vraiment te dire, mais en tout cas, notre parcours, enfin le côté citadin me déplaît pas, mais je veux dire, fais-moi pas un circuit Critérium pendant quasiment 3 heures, quoi. Enfin, c'était beaucoup trop long. Il y a d'autres villes en Écosse, enfin je sais pas, t'as d'autres lieux à voir aussi. Non, il y a Édimbourg et Glasgow, c'est ville départ. Visiblement oui, c'est ce qu'ils nous ont fait croire en tout cas, mais ouais, c'est un peu, je te dis, c'est ça qui m'a frustré un petit peu, mais après voilà, ça reste un championnat du monde correct, hein, je dis pas, mais bon. Ouais. Voilà. Après le vainqueur est beau, donc on en sort grandi de ça. Voilà. Et le podium est magnifique, parce que Van der Poel, Van Aert, Pogačar au niveau du podium, c'est les meilleurs coureurs du moment, hein, donc voilà. Non, pour moi ce sont les 3 meilleurs cyclistes. Je prends le profil global d'un cycliste, les 3 meilleurs cyclistes au monde. Ouais, c'est ça, oui, c'est juste, ouais, tout à fait. Sur le podium d'un championnat du monde. C'est le podium parfait. Mais il n'y a pas mieux, tu peux pas faire mieux en fait, je pense. C'est vrai, tout à fait. Et tu regardes derrière, on termine le top 10, hein, Pedersen, Kung, Stuyven, Matthew Dinham, l'Australien de la DSM qui était rescapé de l'échappée, qui termine 7ème, Skynes, Benoît et Bettiol donc dans le top 10, premier français Madouas 15ème, qui a quand même terminé la course à 7,53, et il y a 51 coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée. Je pensais qu'il y en aurait à peine une vingtaine, au final ils sont 51, donc voilà, avec le dernier de la course qui s'appelle Tobias Halland Johannessen, le Norvégien, avec son compère Leknesund 50e. Chez les Norvégiens, rapidement, pour les autres titres, pépite italienne en contre-la-montre, Lorenzo Milesi, qui remporte le titre espoir en contre-la-montre aussi. Lorenzo Milesi de l'équipe DSM qui s'impose devant la pépite belge Alex Segart de la Lotto Destiny. 3e, c'est un coureur qui s'appelle Amish Mackenzie, qu'on salue, hein, les Amish de mes Amish sont mes Amish. Chez les juniors, donc, on a 2 titres décernés chez les hommes, avec le contre-la-montre remporté par Oscar Chamberlain, qui est tout simplement dans l'équipe U19 de la AG2R, qui est coéquipier de Léo Bizio. Léo Bizio qu'on salue d'ailleurs, qui a repris la course après une fracture de la clavicule. Léo Bizio, voilà, qu'on salue. Le titre,
le champion du monde en contre-la-montre homme, Chamberlain, il s'impose devant le fils de Bradley Wiggins, Ben Wiggins. Et le troisième, c'est Louis Leidert. Course en ligne homme remportée par une pépite, à mon avis, dans quelques années, on va en entendre parler. C'est Albert Witten Philipsen, qui a aussi été titré en junior en VTT cross-country. Voilà, il a eu 2 titres dans ses championnats du monde chez les juniors. Albert Philipsen, ça on va en entendre parler de lui. On terminera avec ça, le contre-la-montre homme. Remco Evenepoel qui remporte face à Joshua Tarling, c'est ça, hein, deuxième. Troisième. Evenepoel devant Ghana et Tarling. Evenepoel devant Ghana, c'est logique, ce sont les 2 meilleurs rollers au monde. Remco Evenepoel, quoi? L'alcool, c'est pas cool. Remco Evenepoel, champion du monde. Bon, c'est. Pour moi, c'est logique. Remco Evenepoel gardera le champion du monde. Ouais, et puis là, il a vraiment mis il a mis tout le monde très très loin. Il y a Philippe Brena qui a 28 secondes, si je me trompe pas. 12 secondes. J'ai 12 secondes pour Philippe Pogana. Et 28 pour Tarling. Par contre, j'ai 48 secondes pour Tarling. Voilà. Oula, je me suis complètement planté. Bon, alors 12 secondes et 48. Mais mais il est franchement Remco Evenepoel sur un chrono. On l'a vu cette année. De toute façon, il n'y avait pas plus fort que lui sur le cyclisme sur route chez les professionnels. Donc, tellement logique. Rien à dire de plus, quoi. Franchement, c'est cohérent, quoi. Bon, qui ne gagne pas, ça aurait été bizarre. On l'annonce. Oui, voilà, exactement. Joshua Tarling, nous on l'annonce dans Vélo Podcast depuis quelques temps. Là, il est 3ème de ce championnat du monde à 19 ans, à domicile. Respect. Attention, aussi, je veux pas dire, mais dans les prochaines années, il va quand même falloir le surveiller de près. Il aurait pu aller chez les espoirs, lui aussi, parce qu'il aurait tout gagné. Lui, dans les espoirs, là, il aurait tout défoncé. Exactement. Et Joshua Tarling, qui, si je me trompe pas, a été recruté par Ineos. Ineos, ouais. Si je veux pas me tromper, ouais, c'est ça. Recruté par Ineos. On en parlera d'Ineos dans le dossier transfert dans pas longtemps. Ouais, c'est l'occasion de vous dire qu'on reviendra la semaine prochaine, je pense, pour la Vuelta. Déjà, il y a la Vuelta et puis également pour les transferts. Alors, on verra quand est-ce qu'on fait le podcast transfert exactement, mais la Vuelta, ça commence la semaine prochaine. Et vu les résultats de certains Français, j'ai hâte d'en parler, Guillaume. Hein. oh oui. Oh là là, j'ai tellement hâte de voir cette Vuelta, notamment avec ceux qui sont en bleu foncé. Ouais, c'est ça. Oh, la petite doublette là, des jeunes qui sont en bleu foncé là. Alors, on en parle la semaine prochaine, Guillaume. Bon, allez, tu sais quoi, sur ce, on se dit au revoir. Dire que Bruno Armirail était le premier Français du contre-la-montre au championnat du monde, 20e. Voilà, on aime le contre-la-montre en France. En attendant, merci FP d'avoir été avec moi. C'est la fin des vacances, on va reprendre tranquillement les podcasts. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la Vuelta. Ouais, adios Guillaume. À la semaine prochaine. Thibaut Pinot sur ton poitou Charente en plus. Allez, ciao.